Après une semaine chargée sur Canal 2 International avec les étoiles de la meilleure chaîne privée au Cameroun depuis la semaine dernière, entre coaching, investissement humain à défiler en place avec notre directrice des opérations, Madame Colette Chatué, et le soir, une magnifique soirée au Particular Destiny Suite Hotel. Nous sommes de retour en direct sur Canal 2 International pour le débrief de l'actualité et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois ici en direct pour décrypter l'actualité du jour. Et merci à toute l'équipe technique dirigée par Colin Swanchon ce soir pour vous permettre de vivre ce programme dans les meilleures conditions, mais aussi en direct sur YouTube avec Flaubert qui est de l'autre côté pour les internautes. Vous le savez déjà, l'affiche est disponible sur les plateformes des avocats camerounais victimes de violences de la part des forces de maintien de l'ordre. Ça devient une tradition au Cameroun entre violences physiques, barbarie et autres traitements humiliants. Tout y passe finalement. La semaine dernière s'est achevée avec cette grève de 3 jours annoncée par le Conseil de l'ordre des avocats, des violences qui deviennent donc la norme, d'où la thématique centrale, justice, l'interminable cri des avocats. Et pour en parler justement, on a choisi 2 grands avocats que vous connaissez certainement. Je commence par celui que je n'ai pas vu depuis la nouvelle année, Maître Fidèle Ndiobissi. Il est avocat au barreau du Cameroun, mais aussi membre très engagé dans le parti du professeur Maurice Kamto, le MRC. Mais ce soir, on aura besoin de sa casquette d'avocat. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Lille. Comment vous allez? Je vais très bien. Bonne année. Bonne année. C'est un plaisir pour moi de revenir sur ce plateau. Aussi, quelquefois, je n'ai pas répondu à votre appel. C'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Oui, on le sait. Je vous promets que désormais, je suis à votre disposition et je suis toujours prêt à venir ici pour communiquer avec nos compatriotes. Merci et beaucoup. Contribuer au changement que nous attendons de tout cœur. C'est très gentil. Mais quand vous êtes là, on peut quand même arracher une précision. On a vu sur les réseaux sociaux un communiqué, contre-communiqué concernant cet incident survenu du côté de la Belgique avec l'enfarinage du ministre de la Jeunesse. Et on a vu un communiqué, contre-communiqué démenti par le MRC. Est-ce qu'on peut avoir juste 2 mots dessus? Oui, il faut comprendre que la scène politique camerounaise est devenue une scène sur laquelle beaucoup de gens ne respectent pas d'autres acteurs et que beaucoup de gens manquent de tolérance, les gens manquent un peu de finesse et utilisent tous les moyens pour détruire l'adversaire et que l'adversaire du régime en place, du pouvoir RDPC, aujourd'hui, c'est le professeur Maurice Kamto, c'est le mouvement pour l'instant du Cameroun, qui est préparé pour l'alternance et que aujourd'hui, lorsqu'ils sentent que leur défaite à l'élection présidentielle d'octobre 2025 est déjà acquise, parce que pendant 42-43 ans, ils n'ont pas pu améliorer les conditions de vie des Camerounais. Les Camerounais sont dans une misère indescriptible. Mais ça ne répond pas à ma question sur le démenti ou contre-démenti. Est-ce que oui, je voudrais dire que ce communiqué, comme vous avez constaté, a été démenti. Le mouvement pour l'instant du Cameroun a indiqué par la voix du secrétaire national chargé de la communication, M. Ateba, que ce communiqué n'émane pas des organes du mouvement pour l'instant du Cameroun, ça n'émane pas du secrétaire général et dont on voit la signature, et nous savons aujourd'hui que l'on peut utiliser les signatures qu'on a prises sur d'autres documents pour transcrire sur un texte et laisser croire que c'est l'auteur. Donc le MRC ne soutient pas la base. Le professeur Maurice Kamto a toujours dit, et il a sa méthode qu'il a choisie depuis son engagement en politique et depuis la création du mouvement pour l'instant du Cameroun, que nous voulons le changement dans la paix et par les unes. Et nous ne sommes pas des partisans de la violence. Merci. Et à plusieurs reprises, il a indiqué que c'est pas par la violence que nous devons
changer le Cameroun et que nous devons utiliser tous les moyens paisibles pour discuter et trouver la meilleure formule pour parvenir au changement de notre pays. Merci pour ces précisions-là. Au moins, là, c'est clair pour tous. Mais puisque vous avez parlé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son représentant est bel et bien sur ce plateau, Maître Joseph-Claude Biliga, qu'on connaît. Il est avocat au barreau du Cameroun, mais auteur également. Il adore des poèmes et surtout les poèmes d'amour. Mais on ne parle pas d'amour ce soir. Maître, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous arrache un sourire. Oui, mais quand vous parlez de l'amour, en fait, la vie ne résume pas l'amour. Et s'il y avait l'amour, il n'y aurait pas eu ce qu'on a eu en Belgique avec les casses, avec l'enfarinage et les violences sur les autorités. Mais ce que je comprends pas, c'est que nos frères ne sont incapables d'assumer les actes. Et il me semble, sauf si je me trompe, que le communiqué dont il s'agit était dans la plateforme officielle du MRC pendant des heures. Tout à l'heure, j'ai dit 48 heures, on m'a dit non, c'est moins de 48 heures, mais si c'est communiqué, y était. Je sais bien que les gens de RDP sont trop forts jusqu'à s'infiltrer dans la plateforme du MRC pour y mettre les communiqués. Nous sommes au courant. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que jusqu'au moment où je vous parle, on n'a toujours pas eu un communiqué de condamnation des actions de la BAS. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que nous avons vu tout récemment que des artistes devaient aller pester en Europe. Ils ont commencé par aller faire allégeance au président de MRC. Ils ont pesté, alors que ceux qui ne font pas allégeance sont blacklistés. Quand ils arrivent là-bas, on boycotte, pas un boycott passif, c'est un boycott violent. Oui, on vient, on casse, etc. Donc, moi je dis, lorsqu'on veut assumer les fonctions au niveau national, on doit pouvoir être, autant que faire se peut, neutre. Et être prêt à ne pas faire ce qu'on appelle l'indignation sélective. On a vu le MRC sortir un communiqué sur Meyo, où on parlait de tribalisme et autres. Mais il y a eu des violences partout ailleurs. Il y a eu des violences à Tonga. Il y a eu des violences dans le Noun, où les gens de Meyo n'étaient pas concernés. Mais nulle part on a vu parler de violences communautaires. On a parlé d'autres choses, de violences, mais sans parler de la communauté. Quand il s'agit des Samelima, de Meyo et autres, moi je ne suis pas de là-bas, hein, je suis de la saga maritime, on va vous parler de la communauté pour dresser les communautés contre une communauté. Lorsque cette même communauté est engagée, impliquée comme acteur dans dans d'autres violences, on n'en parle pas, c'est pas un problème. Donc je pense qu'il faut éviter cela. Nous ne sommes pas bêtes, nous regardons ce qui se passe et nous suivons. Il faut que le MRC assume ses positions. Si on estime que ce que nos frères et nos enfants font vis-à-vis des autorités, qu'on sache que demain, d'autres personnes feront la même chose vis-à-vis de d'autres autorités. Et il faut donc pouvoir les condamner en disant « c'est pas bien ». Tout à l'heure, nous parlerons du thème de l'avocat. Je n'aurai aucune honte, bien que tant de RDPC, de dire ce que je pense du comportement de la police. C'est pour ça qu'on aime quand vous êtes sur ce plateau. Ce chapitre-là, non, c'est pas le sujet à l'ordre du jour, excusez-moi. Mais je reviendrai là-dessus. Non, sur un autre plateau. Je reviendrai là-dessus. Non, sur un autre plateau. Alors, le temps pour moi d'accueillir Damien Makon Mahoum, conseiller municipal ICN de Matom. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Piéjou, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux petites mains derrière la vitrine qui travaillent à produire et à diffuser cette émission. Merci de me faire l'amitié, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale que je représente ici, de participer à ce plateau. Je vous prends avec cette question, la coalition Cabral-Liby. Ça fait du buzz sur les réseaux sociaux. En 2 mots, on peut savoir de quoi il s'agit? Il s'agit d'un leader politique d'opposition qui essaye, autant que faire se peut, de ramener autour de lui les forces politiques alternatives au régime actuel, à l'effet de mutualiser nos forces pour renverser l'ordre dirigeant, l'ordre régnant de 82. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau sous le soleil. On essaye, comme on l'a fait en 2018 avec la fortune qu'on nous connaît, elle n'était pas bonne. On espère que cette fois-ci, ce sera un meilleur coup. Donc voilà, maintenant, vous me permettrez de sortir, comme le sujet qui nous intéresse n'est pas politique, vous me permettrez de sortir en partageant avec les téléspectateurs en 30 secondes la satisfaction qui a été mienne
hier, j'ai fait un tour dans mon village, à Matom, où je suis conseiller municipal. Et j'ai mis en perspective, c'est d'ailleurs sur ma page Facebook, j'ai mis en perspective 2 images. L'image d'une école construite par les camarades de Maître Biliga et l'image d'une école construite par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui est à la tête de cette commune depuis 2020. Je crois qu'il ne faut pas faire plus ample commentaire dessus. Ceux qui peuvent, qu'ils aillent voir et ils comprendront ce que c'est que faire de la politique et s'intéresser au devenir des gens. Là maintenant, vous renfilez vos casquettes politiques dans le tiroir et on parle des problèmes qui vous concernent. Donc, que je repose à... Non, pas du tout. Pas surtout pas. Surtout pas. Il a une direction de Non, s'il vous plaît. Chacun va avaler la pilule ce soir. Okay. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres occasions. Maintenant, la thématique concerne donc cette justice avec l'interminable cri des avocats. Maître Fidèle Djoubissi, on a vu ces vidéos circuler sur les réseaux sociaux, des avocats molestés, carrément humiliés par certains membres des forces de maintien de l'ordre. Vous qui êtes avocat, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous voyez vos confrères dans de pareilles situations? Il faut dire, Lille, que vraiment la situation dans laquelle nous vivons dans notre pays est devenue insupportable. Parce que le régime RDPC, qui a mis en place un système totalitaire et autoritaire et de dictature, on ne peut vivre que ce genre de comportement parce que ils n'ont pour arme que la répression. Ces gens-là n'appartiennent pas au RDPC. Oui, vraiment, oui, je voudrais que vous me... Non, je voudrais d'abord qu'on reste sur l'acte posé par des individus qui n'appartiennent à aucun parti politique. C'est parce que, puisque les policiers ou les gendarmes constituent le bras armé du régime, parce que on parle de l'appareil répressif de l'État. Qui contrôle l'appareil répressif de l'État? C'est l'exécutif. Donc ceux qui détiennent le pouvoir. Sur l'acte posé. L'acte est posé parce que on est dans un système qui a décidé de gouverner avec la force et que ceux qui posent les actes restent impunis. Parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que les avocats sont humiliés. C'est pas la première fois que les citoyens camerounais sont humiliés. Vous avez vu la vidéo de Longuet, comment il a été torturé. Vous avez vu des vidéos des autres compatriotes qui ont été torturés dans les cellules. Les vidéos des prisonniers qui sont torturés. Donc, cela participe des moyens du système. Parce que quand on touche à l'avocat, c'est pour vous dire que personne n'est plus à l'abri. C'est pour ça qu'il se permet de violenter l'avocat et il reste impuni. Donc, c'est le système qui favorise cela. Donc, si les agents de sécurité peuvent se permettre de violenter les avocats, vous avez vu le cas de mon confrère, Maître Richard Tanfou, à Bonabéry. C'était à Mondo Vision, tout le monde a vu comment on a marché, on a piétiné. Mais après, le commissaire du gouvernement se permet de poursuivre Maître Tanfou devant le tribunal militaire. Vous voyez que ce n'est pas sérieux. Ça veut dire que c'est le système qui organise cela. C'est le régime qui organise cela. Alors, Maître Joseph Claude, je ne sais pas pourquoi peut-être c'est une déformation de la part de Maître Fidèle Djoubissi d'aller directement. Je ne l'ai pas entendu condamner d'abord ces violences-là. À votre niveau, vous qui êtes avocat, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on voit des confrères être tabassés comme des chiens, traînés comme des voyous sur la Madame, je suis venu ici beaucoup plus comme avocat et non comme représentant de la RDPC, même comme le parti m'a envoyé. Et je croyais qu'on parlerait des choses sans mettre la politicienne dans des choses qui sont sérieuses. Qu'est-ce que vous appelez politique? Je voudrais dire, c'est pas possible. Je vous ai dit de vous défaire de votre casquette politique et parler des problèmes des avocats. On ne peut pas. Non, s'il vous plaît. On ne peut pas parler de ce problème. Maître Fidèle, s'il vous plaît. On ne peut pas parler de ça. S'il vous plaît, apprenez à vous défaire souvent de... Non, on aura le temps de faire une autre analyse de l'autre. On ne peut pas parler d'un tel problème. S'il vous plaît.
sans... S'il vous plaît, je ne suis pas sûre que celui qui a été violenté, on a regardé sa carte de parti politique avant de le violenter. Je ne suis pas sûre. Donc vraiment, je voudrais que vous, en tant qu'avocat, que vous pourriez condamner ce qui s'est passé et dire comment on va faire pour éviter que des avocats ne se retrouvent là-bas. Ces policiers qui nous fait, ils n'appartiennent à aucun corps de parti politique. Ils peuvent aimer même le MRC, vous ne savez rien du tout. Donc je voudrais vous supplier de faire l'effort de garder votre casquette d'avocat sur ce plateau. Allez-y, maître. Madame, vous avez vu un exemple très simple. Les gens qui disent que nous sommes de la dictature, qu'on ne permet pas aux gens de parler, eux m'empêchent, moi, de parler. Moi qui suis au pouvoir, du pouvoir. Non, allez-y. Vous devez imaginer ce qui va se passer lorsque demain... Non, n'entrez pas dedans, allez-y, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut essayer de... Nous avons un pays, il faut l'aimer. Et quand on aime ce pays, on ne cherche pas qui est la guerre. Moi, je dis ce qui est. J'ai été président de la Commission des droits de l'homme du barreau du Cameroun pendant 4 ans. Au sein de ma commission, j'ai créé des sous-commissions, parmi lesquelles une sous-commission de la défense, qui avait pour but de s'assurer que les avocats sont protégés dans notre pays. Dès lors qu'un avocat a un problème, une convocation, il devait être tout de suite assisté d'avocats. Feu Maître Bongo Jeanne était celle qui était présidente de cette commission-là. Donc, lorsqu'on parle de la violence sur l'avocat, on ne doit pas s'amuser. C'est une réalité. C'est une réalité, il ne faut pas donner l'impression qu'on blesse tout ça. C'est une réalité. Mais, comme vous le dites, personne ne peut dire que la personne qui donne la convocation, le monsieur qui violente l'avocat, est du RDPC, est du PCRF. Mais pourquoi les auteurs de violence ne sont pas punis? La deuxième chose que je voudrais dire, les auteurs de violence ne sont pas punis. Soyez ordonnés sur ce plateau, s'il vous plaît. La deuxième chose que je voudrais dire, je n'ai qu'un avocat puisse dire qu'on ne frappe pas ces messieurs, ces gens-là. Je voudrais vous dire qu'il y a deux choses qui se font. Il y a un côté didactique. Et j'ai été parmi ceux qui formaient les gendarmes, les policiers, les gardiens de prison, dans le cadre d'un truc de formation avec Catholic Relief Service, avec une association, je crois, américaine, et le barreau du Cameroun, le temps de bâtonnier établissant. Donc, ça, c'est du point de vue didactique, où on leur disait, voilà comment vous devez vous comporter. Vie à vie de tout le monde, pas seulement de l'avocat. Et il y a le côté répressif, toujours dans le cas toujours de concertation. Il y a eu des cas de concertation qui ont été mis en place entre la délégation de la Sécurité nationale, le barreau, entre le barreau et le secrétaire d'État à la Défense, et ces concepts continuent à exister jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Et je dis, il y a des gens qui sont sanctionnés très souvent, même si, et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas toujours l'information. On ne publie plus sur l'information sur des sanctions. Et même si ces sanctions étaient, elles ne sont pas suffisantes. Je terminerai en disant ceci. Il faut noter que le code de procédure pénale que nous avons aujourd'hui a connu des modifications du fait de l'arrestation d'un avocat. Je ne citerai pas son nom sur le plateau. Il était venu défendre un client à Mbopi, au niveau de ce qu'on appelle la CNR, et il s'est fait violenter par le commissaire de police. Les avocats ont fait une grève assez importante ici, de plusieurs jours, qui a amené le gouvernement à pouvoir modifier le code de procédure pénale en permettant d'une manière officielle l'assistance et des avocats et des médecins aux personnes qui sont en garde à vue. Ça veut dire que l'État entend quand même les trucs et entend quand même réagir, peut-être pas suffisamment, mais en tant que des avocats. On revenait sur ce point tout à l'heure. Damien, vous êtes, avant d'être conseiller municipal, vous êtes un usager, vous êtes un citoyen camerounais. Quand vous regardez un avocat se faire molester par les personnes qui sont censées protéger ces hommes en robe noire, ou peu importe les citoyens, vous dites quoi? Vous avez mal dans votre chair, vous condamnez l'acte? Nous condamnons avec la dernière énergie ce genre d'actes qui malheureusement se font de plus en plus récurrents. Contrairement à ce qui a été dit par ailleurs, j'aimerais faire la précision que je constate pour le féliciter que le DGSN a pris à bras le corps cette situation et que de plus en plus de sanctions sont prises à l'encontre des policiers qui sont convaincus d'actes délictuels sur des civils. La récurrence de ces punitions, si je peux le dire ainsi,
témoigne de la récurrence de ces actes aussi. Ça veut dire que si on punit beaucoup, c'est parce que ces actes sont posés de façon régulière dans ces commissariats et dans ces gendarmeries. Il y a donc lieu de se dire que chacun dans ce genre de situation doit jouer son rôle. Parce que j'aime la prudence avec laquelle vous menez ce débat, parce que ce qui est le plus souvent publié sur les réseaux sociaux, c'est l'acte 3, 4 ou 5 d'une série d'actes qui a commencé à un acte 1. Je ne suis pas là pour défendre un corps, mais il faut quand même que l'on prenne en compte le fait que le plus souvent, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la conséquence d'un ensemble d'actes qui ont été posés préalablement. Les avocats ont le privilège, lorsqu'ils doivent être convoqués, que comme il y a le représentant du bâtonnier dans chaque région, on passe par le représentant du bâtonnier, etc., etc. Le plus souvent, lorsque des actes barbares sont posés, ils sont la conséquence d'un ensemble de choses qui se sont mêlées et qui ont mené à cela. C'est en cela que je demande qu'on ne politise pas un certain nombre de choses, pas sur ce plateau. Même ces avocats, parfois, il y a un certain nombre de résistances qui occasionnent un certain nombre de choses. Mais cela dit, on ne peut pas accepter, par exemple pour le cas de Maître Tanfo, qu'un avocat déjà maîtrisé derrière un pick-up soit mis au tapis par la rangesse d'un policier ou d'un homme mantenu ou d'un gendarme. Ce sont des choses inacceptables. Mais cela dit, il faut relativiser et se dire que si les avocats, les policiers ont des efforts à faire dans la prise en compte des droits de l'homme et du citoyen, les avocats, eux aussi, ont... Parce que moi, je parle de ce que j'ai souvent vécu, c'est-à-dire que parce que je suis... Vous ne voulez pas qu'on parle de politique, mais parce que je suis de tel parti politique, je me montre assez outrecuidant vis-à-vis d'un homme en tenue et quitte à créer un incident et à envoyer sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe systématiquement, mais ce genre de choses existe toujours. Je prends cette position pour ne pas jeter à la vindicte populaire un corps. Pourtant, ce sont deux corps qui sont censés travailler pour le bien de la justice, parce que ceux qui interviennent dans ce cadre-là sont des OPJ, les officiers de police judiciaire, et les avocats, ce sont des auxiliaires de la justice. Tous devraient travailler de concert pour que la justice soit manifeste dans un pays. Donc, je termine en disant que ce genre d'actes, qui le plus souvent sont désormais pris en compte par le DGSN et punis, ce genre d'actes doivent cesser et nous les condamnons avec la dernière énergie. Maître Fidèle, est-ce que ce n'est pas un problème d'intolérance aussi et un problème de formation de plus en plus de certains des éléments de nos forces de maintien de l'ordre qui n'arrivent plus sur le terrain à pratiquer véritablement ce qui a été dit au cours de leur formation? Non, je ne pense pas, parce que nos agents de forces de sécurité et de l'ordre font partie des agents les mieux formés de l'Afrique. Parce que dans les écoles qui les forment, que ce soit à l'EMIA, que ce soit à l'école de police, que ce soit à Moutenguene, ils reçoivent des formations adéquates et que sur le terrain, ils refusent seulement de mettre en pratique ce qu'on leur a enseigné. Et que c'est un peu de la rébellion, si vous permettez le terme, c'est la rébellion contre la loi. Parce que le code de procédure pénale a prévu qu'un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ne peut pas instruire un dossier lorsque le suspect veut avoir un avocat et que son avocat n'est pas là. Donc la question est toujours posée, et c'est le code de procédure qu'il a prévu. Lorsque l'enquête est ouverte, on doit demander à celui qui est poursuivi s'il veut être entendu en la présence de son avocat. Mais aujourd'hui, ces brebis galeuses de notre police ou de notre gendarmerie, c'est-à-dire des agents de force de l'ordre et de sécurité, ils se trouvent dans cette... parce qu'ils ne sont pas contents du fait que l'avocat doit être au moment de l'enquête préliminaire. Donc maintenant, ils font tout ça, c'est pour intimider l'avocat. C'est pour faire à ce que l'avocat puisse reculer et faire en sorte que lorsqu'il y a des affaires au commissariat ou à la gendarmerie,
que les avocats soient dissuadés d'y aller, parce qu'ils risquent leur vie, ils risquent l'atteinte à leur intégrité physique. L'humiliation aussi. Oui, ils risquent l'humiliation. C'est pour ça. Et ils ont réussi, ils ont réussi leur objectif, parce que moi, par exemple, rarement je vais dans les unités de gendarmerie et de commissariat, parce que je sais comment ils se comportent. Non, si rien ne change, c'est les libertés de nos compatriotes qui sont menacés dans les unités de commissariat et de gendarmerie. Non, il s'agit d'une situation dans laquelle ils ont compris que la présence des avocats les empêche de commettre certains forfaits qu'ils avaient l'habitude de faire. Parce que avant le code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire n'étaient pas obligés de demander la présence d'un avocat. Mais depuis l'avènement du code de procédure pénale, ces agents-là, véreux, trouvent que les avocats sont des pêcheurs en eau trouble, donc qui les empêchent de faire leurs affaires. Parce qu'il y a eu des cas où, et il y en a, même jusqu'aujourd'hui, je suis dans certains cas à Yaoundé, où l'officier de police judiciaire prend un compatriote et le garde pendant des semaines, pendant des jours, plus de 8 jours d'ailleurs, parce que le code de procédure pénale dit que la garde à vue ne doit pas dépasser 8 jours. Et déjà, même quand ça dépasse 48 heures, pour continuer à garder, il faut l'autorisation du procureur. Et il se passe de cette autorisation-là, garde des gens pour mettre la pression. Parce que j'ai un cas à Yaoundé où l'officier de police judiciaire demande de venir signer un acte de vente, de cession de terrain. Vous voyez? Et ils font venir le notaire et tout ça oblige de signer. Il dit s'il ne signe pas, il va continuer à le garder. Et les dénonciations sont faites, il n'y a pas de réaction. On fait la dénonciation auprès du secrétariat d'État à la défense. Il n'y a pas de réaction. On fait la dénonciation auprès du procureur général. Il n'y a pas de réaction. Donc, ça veut dire on est dans un système où on encourage ce genre de pratique. D'accord. Alors, Maître Joseph Claude, quand les hommes en robe noire sont déjà piétinés comme des chiens par certains membres des forces de l'ordre, du citoyen lambda? Il faut noter une chose, madame. Je ne justifie rien. Mais il faut savoir que, et mon confrère ne va pas me démentir, que dans tous les pays du monde, l'avocat est considéré comme un empêcheur de tourner en rond. Et personne ne l'aime. On les assassine assez régulièrement. On les met en prison, dans plusieurs pays. Les bâtonniers sont démis de leurs fonctions dans plusieurs endroits au monde. Ça, c'est la certitude, la réalité. Deuxième chose qu'il a dit, et là je suis entièrement d'accord avec lui, c'est qu'il faut voir la répression, entre guillemets, ou les violences qui sont faites aux avocats sur deux volets. Qu'est-ce que j'appelle la violence physique, mais aussi la violence verbale et psychologique. Dans le commissariat et autres, effectivement, lorsque vous arrivez aujourd'hui, on vous demande de laisser vos portables. Laissez vos portables avant d'entrer là où on enquête on entend votre client. C'est pas normal. Aucun test de l'interne ne l'exige. Mais ils vont vous le dire avec une telle violence parce qu'ils ont peur que vous puissiez enregistrer ce qu'ils sont en train de dire, etc. Moi, j'ai vécu dans mon livre, j'en parle, dans une brigade de gendarmerie, je ne citerai peut-être pas le nom ici. C'est une cliente qui a des problèmes. J'arrive là-bas, je vais voir le commandant. Et pendant que je suis avec le commandant, j'ai mon téléphone que je commence à manipuler. Il me dit, maître, c'est que vous êtes en train de m'enregistrer, mais je m'en fous. Si vous voulez, faites comme vous voulez. Je lui dis, monsieur, je ne vous enregistre pas. C'est écrit dans mon livre, que vous avez acheté d'ailleurs. Pour vous dire que ces gens n'ont même pas peur du fait que... Tout à l'heure, il a évoqué ces faits. Mais il y a d'autres faits que parfois vous arrivez pour un rendez-vous de 10h, à 14h, vous n'êtes pas reçu. L'enquêteur va vous dire, écoutez, j'ai d'autres dossiers, on m'a envoyé faire une descente sur les lieux par mon patron, tout simplement pour vous amener à être fatigué et à libérer le plancher pour pouvoir entendre vos clients et imposer un certain nombre de choses. J'ai encore, ce week-end dernier, un de mon personnel de maison a eu un problème pareil avec son fils qui a été arrêté dans le cadre d'un problème de téléphone considéré comme receleur.
Hier, il a été obligé, je crois hier avant-hier, ils ont été obligés de payer. Des sommes astronomiques. Je lui dis, mais laissez lundi, je vais arriver là-bas. Non. La nuit, on a fait la pression sur la femme, il faut payer 350 000. Voilà des choses qui sont réelles. Il ne faut pas les cacher, c'est vrai. Mais je voudrais également dire une chose. Et tout à l'heure, je vous ai dit, quand j'arrive dans un procès, je vais voir le commandant. Quand je vais dans un commissariat, je vais voir le commissaire. C'est ce que on nous a appris, ce que j'ai appris aux enfants, à mes collaborateurs et aux avocats. Allez vers la hiérarchie pour qu'elle sache que vous êtes dans la salle. Parce que dans l'unité. Parce que très souvent, les commissaires sont plus respectueux de la loi que le policier, le gars qui a son CEP ou bien son truc, etc. Il aura un complexe. Lui, il vit des 50 000 de la C7, ce qu'il appelle la rapine, et qui prend. Votre présence est pour lui comme un empêchement de pouvoir avoir de l'argent. Donc, il faut le faire. L'autre chose également, il faut l'avouer, et monsieur Macron l'a dit, sans le dire d'une manière formelle, mais on l'a sous-tendu, nous ne sommes pas toujours exempts de reproches. Nous n'avons pas fait le bras de fer lorsque, par exemple, nos clients sont en train d'être, par exemple, obligés à embarquer. Nous prenons acte, nous les suivons dans la voiture, on va voir le commandant et on parle des actes, on va voir le procureur de la République et le problème seulement s'arrange. Mais lorsque parfois on se met comme des boucliers, c'est-à-dire empêchant et que la police, la gendarmerie, même lorsque c'est en violation de la loi, fassent leur travail, nous-mêmes on viole la loi. Il faut que ça soit fait. Ça soit dit. Moi, je dis, l'intérêt d'une émission comme celle-ci, c'est le côté didactique. Je termine en vous disant, je le dis parce que moi-même je l'ai fait. Très jeune, j'ai quelqu'un de ma famille qui est arrêté gardé dans la vue dans un commissariat. J'étais jeune avocat, 26 ans, je suis content. Et j'arrive là-bas, sans demander au niveau sans niveau de chef de poste, quoi que ce soit, je me mets à parler directement avec le garde à vue qui était à l'intérieur de la cellule avec un truc. Naturellement, j'ai eu la chance d'avoir un policier qui était gentil, qui m'a dit, maître, ça ne se passe pas comme ça. Vous venez me voir, c'est moi qui donne l'accord pour que vous puissiez voir. Ça, c'est une réalité. Et je l'ai également dit dans mon livre. Pour vous dire que je n'invente pas ces cas. Donc, nous avons donc l'obligation, nous, avocats, en même temps que nous condamnons tout ce qui se fait contre nous, d'être exempt de tout reproche. Cela donne aux bâtonniers, au Conseil de l'ordre, la force de pouvoir se lever, la force de pouvoir de mener le combat. Juste en quelques secondes, avant que Damien ne parle. Oui, je voudrais relever que Maître Biliga a bien fait de mentionner que dans certains pays, il y a des atteintes parfois à la vie de l'avocat, mais c'est dans les pays non civilisés. Et là, il renforce ma thèse selon laquelle nous vivons ça parce que nous ne sommes pas dans un pays civilisé, nous ne sommes pas dans un pays où on respecte l'état de droit. Est-ce que les États Unis sont un pays civilisé? Non. Arrêtez un peu. Vous avez entendu. N'entrez pas dans ce débat, confrère. N'êtes pas dans ce débat. N'entrons pas dans ce débat. S'il vous plaît. N'entrez pas dans ce débat. Merci pour votre précision. Damien, il y a justement qu'après ces violences physiques, barbares et autres traitements humiliants sur ces avocats-là, on a eu la grève de 3 jours. C'est suffisant pour exprimer véritablement la colère de ce corps de métier? Ce serait prétentieux de ma part de dire que ce n'est pas suffisant. Je crois qu'en profane, je me serais attendu que le barreau fasse davantage. Mais peut-être qu'au niveau du bâtonnier, on a estimé qu'il ne faut pas paralyser le bon déroulement de la justice et qu'il faut envoyer un message au DGSN et au délégué Jean-Baptiste Boukam qui est en charge de la gendarmerie. Gala Setoga. En charge de la gendarmerie, voilà. Et que 3 jours étaient suffisants. Bon, je dis, pour moi, c'est insuffisant parce qu'il faut peut-être quelque part donner davantage du répondant à ces gens qui quelquefois ne se comportent pas bien. Je voulais quand même apporter une ou deux précisions. En 2024, il y a eu 19 avocats tués en France et en 2022, il me semble, un bâtonnier s'est pris un flashball en France par
des brigands. Donc, à la réalité, ce n'est pas pour le soutenir, mais c'est une réalité dans tout le monde entier que les avocats sont considérés quelquefois comme des gens qui empêchent que certains commettent un certain nombre de forfaits. Et donc, ce n'est pas une réalité camerounaise, mais ce n'est pas une manière de dire que non, ce qui se passe. Non. Lorsqu'on le dit, c'est pour interpeller ceux qui nous dirigent et leur dire que ça se passe comme ça dans des pays civilisés, dans des grands pays. Imaginez dans notre pays, il faut donc que vous fassiez davantage d'efforts pour que ce genre de choses ne se produisent pas. Donc, je crois qu'au-delà de cette grève, le bâtonnier pourrait demander une concertation avec le DGSN et le délégué en charge de la gendarmerie pour que un certain nombre de choses, secrétaire, voilà, pour un certain nombre d'engagements soient davantage pris. Il me semble que l'année dernière ou l'année surpassée, une concertation de ce genre a eu lieu et qu'un ensemble d'engagements ont été pris. Je crois que c'est très récent, moins de 5 ans, l'idée que pour convoquer un avocat, il faut passer par le représentant du bâtonnier. Non, ça tu résisté. Ah, d'accord. C'est-à-dire, vous convoquez, l'avocat vient, le bâtonnier désigne un avocat qui l'assiste pour l'accompagner. Comment on lui donne... on donne la convocation au représentant du bâtonnier, voilà. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah, ça date pas d'aujourd'hui. Je voulais dire peut-être une chose, je ne sais pas si j'avais déjà oublié. C'est par où vous avez commencé pour les autres pays. Non, pas pour les autres pays. On va commencer par autre chose. Le temps de revenir là-dessus, Maître Fidèle, 3 jours, c'est suffisant pour exprimer son indignation. Ah oui, c'était par rapport à ça. Pour vous je pense que le bâtonnier et le Conseil de l'ordre ont analysé la situation et ont tenu compte des autres rencontres qu'il y a eu auparavant avec le DGSN et le CED, et qui a eu des engagements qui ont été pris, comme vient de dire le conseiller Macron, il y a eu des engagements qui ont été pris. Et aujourd'hui, nous constatons que ces engagements n'ont pas été respectés. Et les 3 jours, c'était pour donner un signal à ces autorités pour qu'elles comprennent que les prescriptions qu'elles ont formulées ne sont pas respectées sur le terrain. Et je pense que le bâtonnier est entré en négociation, en dialogue. Il y a eu un dialogue qui a eu lieu et dont nous ne connaissons pas encore la teneur. Nous ne connaissons pas les conclusions. Parce que j'ai essayé de vérifier avant de venir ici. On m'a fait savoir qu'il y a eu des échanges, mais les conclusions ne sont pas encore rendues publiques. Et je pense que le barreau a coutume de ne pas trop durcir le ton. Le barreau commence toujours un peu doucement et c'est lorsqu'il n'y a pas de réaction en face que le barreau peut durcir le ton. Donc, si la situation ne s'améliore pas, on montera d'un cran. Ça a été toujours comme ça. Mais il faut bien monter d'un cran, puisque ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'humiliation-là. On n'a dit pas d'avocats dans les prétoires. Il y a eu l'impact sur certains usagers pendant 3 jours. Il est peut-être important, peut-être c'est cette impunité-là qui amène les gens aujourd'hui, certains brebis galeuses, de se retrouver en train de penser qu'on peut violenter un homme en robe noire sans être gêné. Peut-être qu'il faut aller à la vitesse supérieure. Madame, sur un autre plateau, j'ai dit ceci, que ceux qui posent des actes contre l'avocat ne savent même pas le mal qu'ils font dans ce pays, à ce pays. Pourquoi? Nous sommes aujourd'hui plus de 5000 avocats. La plupart sont des jeunes, fougueux, qui estiment que le bâtonnier est faible, que le Conseil de l'ordre est faible. Même prendre ces 3 jours, ça a été pour le bâtonnier beaucoup d'efforts, pour le Conseil de l'ordre. Lorsque M. Tanfou avait été bastonné, beaucoup de confrères demandaient qu'on descende. C'est-à-dire, si vous voyez 5000 avocats, dont là peut sortir 1000 avocats en robe, on les envoie au tribunal de Neubel, de Ndokoti, Bonassama, Bonanjo, en robe. Vous pouvez imaginer le désordre que ça va faire. Si à Yaoundé, on fait la même chose, à Bafoussam, à Bamenda, où il y a beaucoup d'avocats, dans le sud-ouest, c'est-à-dire à Boya ou à Limbe, ça crée. Le policier qui tape sur l'avocat,
ne mesure pas ça. Il n'a même pas un quotient intellectuel qui lui permet de comprendre qu'il est en train de poser un acte qui peut être à la base des troubles graves dans ce pays. Il ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire pour lui, peut-être qu'on lui a donné de l'argent pour pouvoir aller faire prendre quelqu'un, parce que finalement c'est ça. Parce qu'on n'en parle peut-être pas, on n'a pas dit ça, mais il y a la corruption à la base de tous ces trucs-là. Quelqu'un a un problème civil, il va au commissariat, il dit voilà, cette personne, je lui ai donné 100 000 francs, elle ne veut pas me rembourser, alors que c'était même une affaire où le monsieur a donné de l'argent avec intérêt, comment on appelle ça, de 20 ou 30%, etc. Et la personne peut-être a payé les intérêts, n'a pas pu payer le principal. Tout à l'heure, disant, on vous oblige à signer. Moi, j'ai eu un client qui a été sorti de la Soleil à 2 h du matin pour sortir 2 millions de francs parce que le commandant devait être affecté dans une autre brigade, mais cette nuit-là, il était là tout prêt à prendre l'argent avant de partir. Pas ça. Mais on dénonce ça tous les jours. Il y a des centres de constatation, mais est-ce que l'information arrive jusqu'au plus petit policier? Est-ce que le gendarme qu'on envoie aller prendre quelqu'un, remettre une convocation, bien régler un problème sur le terrain, est-ce qu'il est suffisamment intelligent pour comprendre qu'il n'a pas besoin de frapper sur l'avocat, qu'il n'a même pas besoin de frapper sur les personnes, les violences qui sont faites sur des parties, etc. Est-ce qu'il est conscient de ça? Donc je pense que cette concertation doit continuer. Ça doit continuer. Et pour avoir été membre du Conseil de l'ordre pendant les grèves, je me rappelle cette grève, je parle de la grève suite à la condamnation d'un confrère dans le dossier PAD, le port autonome de Douala de l'époque. C'était le vice-premier ministre Amadou Ali, qui était là. Il était au Nigeria, il est venu en courant. Il nous a convoqués à la chancellerie, j'étais membre du Conseil de l'ordre, et pour nous dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'accord. Pourquoi si vous faites la grève, il ne faut pas faire la grève de ce genre? Il était fâché, ça c'est vrai, je me rappelle très bien, mais ça fait bouger les lignes. Donc moi je dis, si les policiers, si bien les responsables qui ont la charge d'encadrer la police et la gendarmerie ne font pas leur travail, ça peut avoir un effet négatif sur la cohésion sociale, parce que les avocats, quand ils vont descendre, on va dire que c'est parce qu'ils sont de l'opposition qu'ils sont descendus. Sous la robe, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Mais là, pourquoi cette culture d'impunité généralisée lorsqu'il s'agit d'abus commis par les forces de sécurité? Parce que chaque fois que c'est un gendarme, un policier, c'est vrai qu'il y a quelques sanctions, mais pas à la hauteur de ce qui se passe. Peut-être, contrairement à ce que disait Maître Biliga, le policier ou le gendarme qui commet cet acte se rappelle qu'en 2016, ils ont bastonné des avocats et que quelque peu ont été punis. Et ça a entraîné ce que ça a entraîné dans ce pays. Moi, je crois que au-delà de ce qui se passe, je m'en voudrais de sortir de ce plateau sans faire 2 propositions. La première, c'est qu'on mette en œuvre les résolutions des lois de 2006 sur le fonctionnement de la justice au Cameroun, qui demandait qu'on crée dans chaque arrondissement des tribunaux de première instance. Ce serait bien de rapprocher les tribunaux des populations pour que, au quotidien, ces gens qui se côtoient, parce que quelquefois, un gendarme ou un policier reçoit maître Fidèle qu'il n'a pas encore vu, qu'il ne connaît pas. Heureusement que lui, il passe à la télé, on le connaît partout. Et puis, si on les rapproche, peut-être cela peut créer une sorte de collaboration plus saine. Mais en plus, nous proposons qu'on autorise tout passant, toute personne interpellée ou un membre de sa famille, qu'on lui autorise l'usage d'un appareil de prise de vue pour que cela dissuade les policiers à poser un certain nombre d'actes. Parce que, justement, quelquefois, quand ils savent qu'il y a un téléphone qui passe par là, ils se réservent un peu. Et je crois que ça a été fait en 2012 en France et que nous pourrions copier ce modèle pour que, une fois que... Monsieur Macron, regardez votre téléphone tout à l'heure. Là, vous voyez les violences qui ont eu lieu. Totalement filmé. C'est-à-dire la personne savait bien qu'on était en train, les policiers savaient bien qu'on était en train de filmer. Même quand il faut être filmé, maître Gilbert, c'est une réalité. C'est aussi une réalité. C'est aussi une réalité de reconnaître qu'il y a plusieurs vidéos qui pullulent sur la toile et dans lesquelles on voit des policiers interdire
aux usagers de prendre leur téléphone, de filmer. J'ai vu une risque entre un policier et un conducteur de camion et le motoboy essayait de filmer, il a refusé. Non, mais on filme beaucoup. Il a refusé. Donc, il faut, ce que je dis, il faut systématiser l'autorisation de filmer, de sorte que si je prends mon téléphone pour filmer, le policier ne me dise plus que je ne suis pas en droit. Dernièrement, l'honorable Cabral Libi, de retour de l'Est, a été interpellé alors que on essayait de fouiller son véhicule, un camarade filmait, on lui a dit qu'il n'est pas autorisé à filmer. Donc, si on peut autoriser les gens à filmer, ça peut calmer un peu les ardeurs des policiers. Dans les propositions, Maître Fidèle, en attendant que vous soyez au pouvoir, comme vous le dites, pour changer un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant pour arrêter ces violences-là sur les avocats et pour que les autorités qui sont en charge, que ce soit M. Marganguele ou alors Galax, que chacun prenne des responsabilités pour ramener leurs troupes à la bonne table? Tant qu'on n'a pas évolué vers l'état de droit et vers un état dans lequel il n'y a pas concentration de pouvoir entre les mains d'un petit groupe ou bien dans un état où la répression est l'un des piliers de gouvernement et de conservation de pouvoir, rien ne pourra changer. Non, ce qu'on attend, c'est qu'il faut qu'il y ait alternance politique. Et la tendance politique viendra par le mouvement pour la naissance du Cameroun. Et dans le programme politique du professeur Maurice Kamto, dans le champ politique et institutionnel, il y a ce chapitre sur l'état de droit, il y a ce chapitre sur la justice, et qui donne les gages suffisants pour que les Camerounais puissent bénéficier des avantages de l'état de droit. Parce que dans un état de droit, on ne peut pas commettre de pareils actes. Ça arrive partout, il faut juste sanctionner, personne n'est à l'abri. Tous les pays avec état de droit, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on a vu ce qui se passe en France, on a vu ce qui se passe en Angleterre. Ailleurs, c'est sanctionné. Oui, justement, il faut appeler à un peu plus de sanctions. Il faut la sanction, il faut punir. Parce que lorsque un policier ou un gendarme se permet de violenter un citoyen ou bien un avocat et que les autorités restent inertes, ça encourage. Parce que même pour le cas de Maître Tanfou ou pour les autres, le procureur de la République pouvait déjà se saisir du dossier, ouvrir l'enquête et poursuivre ces personnes. Ou bien pour ce qui est des gendarmes, que le commissaire du gouvernement devait ouvrir l'enquête pour les poursuivre devant le tribunal militaire, parce que ils sont justiciables du tribunal militaire. Lorsqu'ils continuent à poser ces actes et que rien n'est fait, ça veut dire qu'on les encourage. Donc il faut sanctionner. Et nous pensons que le régime actuel ne peut pas avoir le courage de sanctionner. Parce que le régime s'appuie sur la répression. Maître Biliga, est-ce qu'il ne faut pas aussi une réforme de façon globale, structurée du système judiciaire camerounais pour permettre aux uns aux autres de pouvoir faire attention sur les actes posés? Madame, si je me trompe, mon confrère va rectifier. Mais dans le système anglo-saxon, le policier, le gendarme qui fait le procès verbal, il vient à la barre. Exact. Il vient justifier, il vient expliquer, il est partie prenante au procès. Tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on amène ça également chez nous. C'est-à-dire que du côté francophone, comme dans le cadre de l'harmonisation, qu'on puisse également obliger le policier qui a posé des actes contre un citoyen, sur la base duquel le citoyen est poursuivi, qui vienne expliquer. Ça comprend. Je dis que cela pourra être une solution également. Et tel que M. Macron l'a dit, effectivement, s'il y avait beaucoup de tribunaux, ce serait beaucoup plus facile. Ouais. Parce que l'ampleur du travail qu'il y a aujourd'hui, par exemple, à Douala, c'est pas facile de pouvoir mettre en exécution à l'état actuel, ce genre de procédure. Mais il faudra y penser. Nous sommes dans un seul pays, un même pays. Il faut bien que ce qui se fait de bien, comme on a pu faire avec la BA Corpus et autres, et de l'autre côté, qu'on amène si chez nos camions. Sans te couper, il faut indiquer que le privilège de juridiction qu'on a accordé à ces gens-là peut décourager les citoyens qui sont victimes de leurs exactions. C'est ce que je dis, donc il faudrait donc faire cette modification de la loi, etc. Et ce qui est marrant et ce qui est dérangeant pour nous, les avocats, c'est que même si on nous considère que nous sommes, entre guillemets, de temps en temps, pas toujours corrects,
faut avoir l'autorité de le dire. Hein. Moi, j'étais même parce que la politique a aussi pris le dessus. J'ai été membre conseil de l'ordre je pense que beaucoup d'avocats sont corrects. Et qui dit membre conseil de l'ordre dit chargé de la discipline. Parce que nous avons ce qu'on appelle le conseil disciplinaire et j'en faisais partie. Je faisais pendant 7 ans, je fais des rapports sur des confrères. Donc, confrères, je ne jette pas l'anathème sur nos confrères. Non, je sais de quoi je parle. Donc, ça ne faisait pas pour leur faire plaisir que vous allez le dire que je sais. J'étais avec le bâtonnier samedi où on est parti former des avocats. L'autre samedi, on en parlait de ça également. Donc, il faut former aussi. Il faut également que les avocats essayent de faire des choses. Mais ce qui nous chiffonne, c'est que les magistrats, eux, vous ne verrez pas les policiers en train de les violenter. On ne les voit même pas, ils sont très rares. Ah, vous sont très rares, mais ils posent des actes de corruption, ils posent des actes de conclusion, ils posent des actes. Et là, il faut attendre le jour où il y a le conseil de discipline, le conseil supérieur de la magistrature, pour qu'on apprenne qu'on a pris 2 ou 3 qu'on a sanctionnés. Donc, je veux dire qu'il faut bien que le même respect que les policiers donnent aux magistrats, qu'ils donnent à leurs patrons policiers, qu'ils donnent à leurs patrons militaires, qu'ils les donnent aux avocats. Je vais même dire qu'il les donne aux citoyens, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression qu'il y a certains qui doivent être au-dessus de la loi, mais les avocats ne doivent pas être en dessous de la loi. Parce que parfois ils sont traités, comme on a dit, non pas comme des auxiliaires de justice, mais comme des personnes qui sont des concurrents de ceux qui veulent déplumer les citoyens, qui veulent et c'est ça qui pose problème. On a quelques secondes pour sortir de ce plateau. Je commence par vous. Qu'est-ce qu'on attend de ces 2 corps-là? Parce qu'ils sont appelés à travailler ensemble, que ce soit les avocats, les forces de maintien de l'ordre. Il faut une synergie pour pouvoir assainir cette société. Tout à fait, la collaboration, une saine collaboration. Ne pas considérer les avocats comme des personnes concurrentes qui viennent pour gâter le gombo, disons-le trivialement comme ça. Ne pas considérer les policiers comme des personnes violentes par nature qui n'attendent que le premier avocat devant eux pour le violenter. Et qui ne regardent pas les chapelles politiques. Hein, voilà. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, dès qu'on voit un avocat, on dit « Ah, c'est vous du MRC, c'est vous qui parlez sur les plateaux de télévision là » et puis ça va dans n'importe quel sens. Il faut dire que ce sont des gens qui doivent collaborer pour le bon fonctionnement de la justice. Les uns et les autres ont fait leurs propositions, j'en ai fait. Je sors en disant que ceux qui veulent savoir ce que le PCRN propose pour la réforme de la justice, ils prennent le manifeste de la rupture et le progrès au chapitre 8. L'honorable Cabral Libi dit exactement ce qu'il entend. La pratique, c'est autre chose. De la justice. Vraiment votre souhait pour sortir. Je pense qu'il y a un arsenal de sanctions qui est prévu, tant sur le plan disciplinaire que sur le plan pénal. Donc, il suffit seulement d'appliquer la loi. Et ça devrait commencer par les autorités, c'est-à-dire lorsque un élément de force de l'ordre s'est rendu coupable de tels actes, on devrait commencer par le sanctionner sur le plan disciplinaire, avant même de le traduire devant les instances judiciaires. Et quand c'est grave, même on vire, non? Mais bien sûr, on peut révoquer. On peut révoquer. Si on le fait comme ça, je dis bien comme ça, c'est pas facile. Puisque les sanctions disciplinaires peuvent aller du blâme jusqu'à la révocation. D'accord. On sort avec vous? Oui, non, je pense qu'il faudrait qu'on continue avec le cadre de concertation qui existe entre le barreau. Plus de tolérance administrative. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de tolérance. Il faut qu'on sanctionne et surtout qu'on le fasse savoir. Parce que si on dit cette personne qui a tapé sur maître, qui a violenté maître Tamfou a été condamné, que c'est publié, ça aura un effet sur les autres. Un effet dissuasif. Merci à vous. Les violences sur les avocats qui deviennent la norme au Cameroun, on n'en a plus besoin. On a besoin d'un pays en paix. Et ces hommes en robe noire et ces hommes en tenue, on a tous besoin de vous pour assainir notre pays. Maître Fidèle Diobessi, merci d'être venu sur ce plateau. Je vais vous inviter avec votre casquette politique. Vous aurez le temps de développer ce que vous avez développé par rapport au régime en place. Rassurez-vous, Maître Joseph-Claude Biliga, avocat au barreau du Cameroun, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Damien Makon Maoum, merci énormément. Saluer la population de Matombe. Pourquoi lui énormément, madame? Non, laissez, pourquoi. Elle se sent saluée. Attaquez le maire de Matombe, juste pour savoir. Un joyeux anniversaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Un joyeux anniversaire. Monsieur, permettez-moi de On souhaite un joyeux anniversaire à Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Il a un an de plus aujourd'hui. C'est l'icône du football au Cameroun. Non, mais vous me rappelez la mise. Référence, donc, comme moi doit souhaiter. Joyeux anniversaire à son pasteur. Mesdames, messieurs, joyeux anniversaire. Hein? Oui, c'est ça. Voilà. Mesdames, messieurs, ça a été un plaisir d'être avec vous. Si Dieu le veut, on se retrouve demain, mais juste derrière, le 19h50, une présentation d'Alain Ghislain Kanga avec des nouvelles fraîches d'ici et d'ailleurs. Et merci à toute l'équipe technique. On se revoit donc demain. Bonsoir.